Le millionnaire l'a humiliée devant tout le monde, mais lorsqu'elle est arrivée au bal, il s'est agenouillé comme les autres. Le millionnaire l'a humiliée devant tout le monde, mais lorsqu'elle est arrivée au bal, il s'est mis à genoux comme les autres. Claire Moreau, 28 ans, est invisible. Chaque jour, elle nettoie les suites de luxe de l'hôtel le plus prestigieux de Paris, servant une élite qui ne la regarde même pas. Son uniforme gris est son armure d'invisibilité. Elle n'existe que comme une ombre effaçant la saleté des riches. Mais un jour, tout change. Lucien Arnault, héritier arrogant d'un empire viticole, l'humilie cruellement devant ses collègues dirigeants. « Vous devriez venir à notre bal, ce serait exotique de voir quelqu'un d'aussi ordinaire essayer de paraître quelqu'un. » Les rires éclatent. Claire quitte la salle les yeux embués, portant une blessure de plus dans une estime d'elle-même déjà en ruine. Le lendemain, elle trouve une enveloppe dorée dans son casier. Une invitation officielle au bal, signée de la main de Lucien. C'est un piège. Une nouvelle humiliation soigneusement orchestrée. Claire le sait, mais quelque chose en elle se brise, ou peut-être, enfin, se libère. Avec l'aide d'une amie et une robe empruntée, Claire prend la décision la plus terrifiante de sa vie. Elle ira au bal, non pour se venger, mais pour se voir pour la première fois. Lorsqu'elle franchit les portes du grand salon, le silence est assourdissant. La femme invisible a disparu. À sa place se tient quelqu'un que Lucien ne reconnaît pas, quelqu'un qu'il a fatalement sous-estimé. Ce qui commence comme une nuit de vengeance glaciale se transforme en bien plus. Un milliardaire discret tombe sous le charme de son intelligence, un millionnaire cruel implore son pardon à genoux, et une femme brisée découvre que sa plus grande force a toujours été en elle. Mais le véritable bal ne fait que commencer. Et cette fois, c'est Claire qui dicte les règles. Une histoire sur la dignité, la renaissance et le pouvoir dévastateur de enfin se voir et d'être vu. L'aube se levait lentement sur Paris, teignant le ciel d'une lueur grise et rose qui se reflétait sur les toits d'ardoise du Marais. Claire Moreau ouvrit les yeux dans la pénombre de sa chambre minuscule, un espace de 8 mètres carrés coincé sous les combles d'un immeuble ancien de la rue des Rosiers. Le réveil indiquait 5h15. Dehors, on entendait déjà le grondement sourd des camions de livraison, le cliquetis métallique des grilles que l'on ouvre, la ville qui s'étirait avant de rugir. Elle resta immobile quelques secondes, fixant les fissures du plafond qu'elle connaissait par cœur. Ces lignes irrégulières formaient une carte imaginaire qu'elle avait tracée dans son esprit pendant des nuits d'insomnie, des routes vers nulle part, des frontières invisibles entre le rêve et la résignation. Puis elle se leva d'un mouvement mécanique, enfilant ses pantoufles usées, et traversa le couloir étroit jusqu'à la salle de bain commune qu'elle partageait avec sa mère et sa sœur. L'eau froide du robinet la réveilla brutalement. Elle se lava le visage sans se regarder dans le miroir fendu au-dessus du lavabo. Elle avait pris cette habitude depuis longtemps. Ne pas se voir, ne pas se juger, ne pas se rappeler qui elle aurait pu devenir. Dans la cuisine exiguë qui sentait le café réchauffé et le pain rassis, elle prépara 3 bols. Un pour elle, un pour sa mère, Hélène, qui dormait encore dans la chambre d'à côté, et un pour Mathilde, sa jeune sœur de 22 ans, qui réviserait ses cours de littérature jusqu'à l'aube comme elle le faisait toujours. Claire versa du lait tiède dans son bol, y trempa un morceau de baguette de la veille et mangea debout, appuyée contre le rebord de la fenêtre qui donnait sur une cour intérieure sombre. En bas, une voisine étendait déjà son linge, une cigarette au bec, marmonnant des insultes contre son mari. La vie dans cet immeuble était une partition répétitive. Dispute conjugale à 6 heures, pleurs d'enfants à 7 heures, odeur de cuisine mêlée à 9 heures. Claire connaissait chaque note par cœur. À 5h45, elle enfila son manteau gris et limé, glissa dans son sac en toile un Tupperware contenant les restes du dîner de la veille, une salade de lentilles et quelques tranches de jambon, et quitta l'appartement sans faire de bruit. Dans le couloir, elle croisa Madame Lefebvre, la voisine du 3e, qui la salua d'un hochement de tête compatissant. Tout le monde dans l'immeuble connaissait l'histoire des Moreau, le père mort, la mère malade, la fille aînée sacrifiée. Le métro était déjà bondé. Ligne 1, direction La Défense, puis correspondance à Châtelet, pour rejoindre la ligne 7 jusqu'à Opéra. Claire se tenait debout, pressée entre un homme en costume qui sentait l'aftershave bon marché et une femme âgée qui égrenait son chapelet en silence. Elle ferma les yeux, se laissant bercer par les secousses du wagon
et pensa à rien. C'était son talent secret. Penser à rien. Ne pas ressasser, ne pas espérer, ne pas pleurer. Juste exister, flotter, survivre. À 6h30 précise, elle franchit l'entrée de service du Grand Palais Royal, un hôtel 5 étoiles niché entre la rue de Rivoli et la place Vendôme. Un bâtiment haussmannien aux façades de pierre blanche ornées de balcons en fer forgé et de sculptures néoclassiques. L'entrée des employés se trouvait à l'arrière, une porte étroite et grise qui contrastait violemment avec le hall somptueux réservé aux clients. Claire descendit les escaliers menant au vestiaire du sous-sol, un dédale de couloirs aux murs carrelés de blanc, éclairés par des néons agressifs qui bourdonnaient sans cesse. Dans le vestiaire des femmes de ménage, elle retrouva Léa, sa seule véritable amie. Léa avait 35 ans, le visage marqué par une vie difficile, mais illuminé par un sourire constant. Elle venait de Martinique, parlait avec un accent chantant et racontait souvent des histoires de son île pour égayer les pauses. En voyant Claire, elle lança avec affection « Encore en retard dans tes rêves, ma belle ?» Claire esquissa un demi-sourire. « Je ne rêve plus, Léa. Je dors, c'est tout. » Menteuse. Je vois bien que tu penses à quelque chose. Tu as ce regard. Lointain. Claire haussa les épaules et ouvrit son casier métallique. Elle enfila son uniforme gris, une tunique austère avec le logo de l'hôtel brodé sur la poitrine, et attacha ses cheveux châtains en un chignon serré. Léa la regardait avec une tendresse mêlée de tristesse. Elle savait que Claire n'était pas faite pour cette vie, que quelque chose en elle était éteint depuis trop longtemps. « Tu sais ce qu'on dit ?» continua Léa en boutonnant sa propre tunique. « Les invisibles, c'est nous. On nettoie leur merde, on fait briller leur monde, et eux, ils nous regardent même pas. Mais un jour quoi ?» demanda Claire sans conviction. « Un jour, quelqu'un te verra. Vraiment. » Claire ne répondit pas. Elle prit son chariot de nettoyage et se dirigea vers les ascenseurs de service. Le Grand Palais Royal était un univers à part, un microcosme où le luxe côtoyait l'opulence dans une danse permanente. Le hall d'entrée était une cathédrale de marbre blanc veiné d'or, dominée par un lustre en cristal de baccarat qui pesait 3 tonnes et illuminait l'espace d'une lumière chaude et irréelle. Les murs étaient tapissés de velours bordeaux, les sols recouverts de tapis persans, et chaque recoin respirait l'argent, le pouvoir, la distinction. Claire poussait son chariot dans les couloirs des étages supérieurs, où se trouvaient les suites présidentielles. Chaque pas était mesuré, chaque geste discret. Elle avait appris à se fondre dans le décor, à devenir aussi invisible que les meubles eux-mêmes. Les clients la croisaient sans la voir, comme si elle était un fantôme, une ombre nécessaire mais insignifiante. À 7h30, elle entra dans la suite 402, une chambre qui coûtait 1 200 € la nuit. Le lit king size était défait, les draps de soie froissés encore tièdes. Sur la table de nuit traînait une bouteille de champagne Dom Pérignon à moitié vide, 2 flûtes renversées et un plateau d'argent où subsistaient quelques miettes de foie gras. Claire ramassa les verres avec précaution, essuya la table, refit le lit avec des gestes précis et professionnels. Elle travaillait en silence, les écouteurs dans les oreilles, écoutant France Culture. Ce matin-là, l'émission parlait de l'architecture parisienne au XIXe siècle, de Haussmann et de sa vision de la modernité. Claire aimait ces émissions. Elle la transportait ailleurs, lui rappelait qu'il existait un monde de la pensée, de la beauté, de la création. Un monde qu'elle avait effleuré autrefois, à l'école Boulle avant que tout ne s'effondre. À 9h, elle fit une pause dans la salle de repos du personnel, une pièce exiguë avec une table en formica, 4 chaises dépareillées et une machine à café qui crachait un liquide brunâtre. Léa était déjà là, accompagnée de Rosa, une femme espagnole de 50 ans qui travaillait à l'hôtel depuis 20 ans, et de Fatima, une jeune Marocaine de 23 ans qui venait d'être embauchée. « Alors les filles » lança Léa en mélangeant du sucre dans son café. « Vous avez vu le nouveau con qui est arrivé hier ?»« Qui ça ?» demanda Rosa en mordant dans un croissant. « Lucien Arnaud, l'héritier des vignobles Arnaud. Paraît qu'il vient superviser le bal annuel. » Claire leva les yeux de son bol. « Le bal ? Oui, ma belle. Le bal de charité de l'hôtel. Tous les ans, en février. Tous les riches de Paris débarquent en smoking et robe de soirée. Ils boivent du champagne à 1000 balles la bouteille. Ils dansent sur des valses viennoises et ils se congratulent en se filant des cartes de visite. C'est le grand cirque de la bourgeoisie.
Fatima intervint avec timidité. « J'ai entendu dire qu'il y a des acteurs, des ministres, même des familles de la noblesse. »« Exactement, » confirma Léa. « Et nous, on sera là pour nettoyer leurs vomis à 3 heures du matin. » Elles rirent toutes, sauf Claire. Elle repensait au bal, à cet événement dont elle avait tant entendu parler, mais qu'elle n'avait jamais vu. Chaque année, le personnel de nettoyage devait arriver à l'aube pour remettre les salons en ordre après la fête. Claire imaginait les robes scintillantes, les bijoux étincelants, les rires cristallins, un monde qui lui semblait aussi inaccessible que la lune. De toute façon, reprit Rosa avec amertume, pour eux, on n'existe pas. On est juste les fantômes qui passent à l'aspirateur. Claire but son café en silence. Rosa avait raison, ils étaient invisibles. L'après-midi même, Claire fut assignée au nettoyage des bureaux administratifs, situés au 2e étage dans une aile séparée du reste de l'hôtel. C'étaient des espaces modernes, tout en verre et en acier, où travaillaient les directeurs, les responsables événementiels et les conseillers financiers. Claire détestait cet étage. L'atmosphère y était froide, impersonnelle, et les cadres la traitaient avec un mépris à peine dissimulé. À 14 heures, elle entra dans le bureau des événements pour vider les corbeilles et nettoyer les vitres. La pièce était vide, ou du moins le croyait-elle. Elle commença à travailler méthodique quand des voix masculines s'élevèrent depuis le bureau adjacent, dont la porte était entr'ouverte. « Non mais sérieusement, Lucien, tu penses vraiment que ce bal va attirer les gros investisseurs ?» La voix était celle de Bertrand Collet, directeur des relations publiques de l'hôtel, un homme bedonnant d'une 50aine d'années au sourire obséquieux. « Évidemment, répondit une autre voix, plus jeune, arrogante. Mon père a déjà confirmé la présence de 3 ministres et de 2 présidents de multinationales. Ce bal sera l'événement de l'année. Tout ce qui compte à Paris sera là. » Claire reconnut immédiatement cette voix. Lucien Arnaud. Elle l'avait croisé une fois dans le hall, entouré d'une cour de flagorneurs. Il avait 32 ans, des traits réguliers mais froids, des cheveux blonds impeccablement coiffés et un regard qui toisait le monde avec un dédain permanent. Fils unique d'un magnate du vin bordelais, il avait grandi dans le luxe, fréquenté les meilleures écoles privées et n'avait jamais connu ni l'effort ni l'humilité. Claire voulait partir discrètement, mais au même moment Lucien entra dans le bureau où elle se trouvait, suivi de Bertrand et de 2 autres hommes en costume. Il s'arrêta net en la voyant, son visage exprimant une surprise teintée de dégoût, comme s'il venait de découvrir une souris dans sa cuisine. « Ah !» lâcha-t-il avec un rire méprisant. « Excusez-nous, mademoiselle. Nous ne vous avions pas vu. » Claire baissa les yeux et murmura « Je termine juste le nettoyage, monsieur. Je pars tout de suite. » Elle fit mine de s'éloigner, mais Lucien l'arrêta d'un geste théâtral. « Non, non, attendez. En fait, c'est plutôt amusant. » Il se tourna vers ses compagnons avec un sourire mauvais. « Vous savez, je pense qu'on devrait élargir la liste d'invités au bal, rendre l'événement plus inclusif. » Bertrand fronça les sourcils, interloqué. « Inclusif? Que voulez-vous dire ?» Lucien s'approcha de Claire, la détaillant de haut en bas avec une lenteur insultante. Elle sentit son visage brûler de honte. « Eh bien, par exemple, pourquoi ne pas inviter ? Mademoiselle ?» Il désigna Claire avec un geste exagéré. « Ce serait exotique, non ? Imaginez, quelqu'un d'aussi ordinaire essayant d'être quelqu'un. Ce serait divertissant. » Les hommes éclatèrent de rire. Un rire gras, méchant, qui résonna dans le bureau comme une gifle. Claire serra les poings, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle voulait hurler, leur cracher sa rage au visage, mais elle ne dit rien. Elle resta figée, humiliée, anéantie. « Allez, ne soyez pas timide, » continua Lucien, en s'amusant de son malaise. « Vous aimeriez ça, non ? Porter une belle robe, boire du champagne, danser avec des messieurs distingués. Ce serait votre conte de fées à vous. » Claire releva lentement la tête. Ses yeux, d'ordinaire baissés, croisèrent ceux de Lucien. Pendant une fraction de seconde, elle eut envie de lui répondre, de lui dire qu'elle valait 100 fois plus que lui, que son arrogance n'était que le masque de sa médiocrité. Mais elle se tut. Elle savait qu'elle n'avait aucun pouvoir ici, aucune voix, aucune existence. Elle quitta la pièce sans un mot, les rires des hommes résonnant dans son dos comme des coups de fouet. Claire se réfugia dans les toilettes du personnel, au fond du couloir. Elle s'enferma dans une cabine, s'assit sur le couvercle des toilettes et laissa enfin les larmes couler. Elle roulait en silence sur ses joues, brûlantes, amères, chargées de toute la douleur accumulée depuis des années. Elle pleura pour son père, pour ses rêves brisés, pour cette vie qu'elle n'avait jamais voulue,
Elle pleura parce qu'elle avait 28 ans et qu'elle se sentait déjà vieille, usée, invisible. Au bout de 10 minutes, elle se redressa, s'essuya le visage avec du papier toilette et se regarda dans le miroir fissuré au-dessus du lavabo. Ses yeux étaient rouges, son visage pâle, mais elle se força à respirer calmement. « Ne leur donne pas cette satisfaction, se dit-elle. Ne leur montre jamais que tu souffres. » Elle retourna au travail, termina son service en automate et quitta l'hôtel à 18 heures. Le trajet en métro lui parut interminable. Elle regardait les gens autour d'elle, des étudiants qui riaient, des couples qui s'embrassaient, des hommes d'affaires concentrés sur leur smartphone, et elle se demandait si quelqu'un, un jour, la verrait vraiment. De retour dans l'appartement de la rue des Rosiers, elle trouva sa mère assise dans le salon, emmitouflée dans une couverture malgré le radiateur électrique qui ronronnait. Hélène Moreau avait 63 ans, mais elle en paraissait 10 de plus. Son visage était creusé par la maladie, une arthrose sévère qui lui rongeait les articulations, et ses mains tremblaient constamment. Depuis la mort de son mari, elle s'était éteinte peu à peu, comme une bougie qu'on oublie de rallumer. « Bonsoir, maman », murmura Claire en déposant un baiser sur son front. « Tu es rentrée tard, ma chérie. J'ai eu du travail supplémentaire. » Mathilde surgit de sa chambre, un livre à la main. Elle ressemblait à Claire en plus jeune, avec les mêmes cheveux châtains et les mêmes yeux verts, mais son visage rayonnait d'une énergie que Claire avait perdue. Mathilde étudiait la littérature française à la Sorbonne, un rêve que Claire avait financé au prix de ses propres sacrifices. « Claire, tu devineras jamais !» s'exclama Mathilde. « J'ai eu 18 sur 20 à mon devoir sur Proust. Le prof a dit que mon analyse était brillante. » Claire sourit malgré sa fatigue. « C'est merveilleux, ma puce. Je suis fière de toi. » Mathilde l'étreignit avec force. « Tout ça, c'est grâce à toi, tu sais. Sans toi, je n'aurais jamais pu. »« Chut !» coupa Claire en lui caressant les cheveux. « Tu mérites tout ça. Tu es intelligente, travailleuse. Moi, je ne fais que mon devoir. Tu te sacrifies, Claire, et ça me tue. » Claire ne répondit pas. Elle alla dans la cuisine préparer le dîner. Des pâtes au beurre avec un peu de gruyère râpée, le menu quotidien depuis des mois. Pendant qu'elle faisait bouillir l'eau, elle pensa à Lucien Arnaud, à son rire méchant, à sa cruauté gratuite. Elle pensa aussi au bal, à cette fête scintillante où elle ne mettrait jamais les pieds. Puis elle chassa ses pensées. À quoi bon rêver de l'impossible? Le lendemain matin, Claire arriva à l'hôtel avec une boule au ventre. Elle redoutait de croiser Lucien Arnaud, de subir à nouveau ses sarcasmes. Mais heureusement, il n'était nulle part en vue. Elle accomplit ses tâches habituelles, refaire les lits, nettoyer les salles de bain, aspirer les moquettes, dans un état d'esprit morose. À 10 heures, pendant sa pause, elle descendit au vestiaire pour boire un café. En ouvrant son casier, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Une enveloppe dorée, épaisse, scellée avec un cachet de cire rouge frappé du logo de l'hôtel. Son nom était calligraphié à l'encre noire sur le devant. Mademoiselle Claire Moreau. Elle fronça les sourcils intriguée et méfiante. Elle décacheta l'enveloppe et en sortit un carton d'invitation épais, imprimé sur un papier ivoire de haute qualité. Les lettres, gravées en relief, annonçaient « Vous êtes cordialement invité au bal de charité annuel du Grand Palais Royal, samedi 10 février 2025, 20 heures, tenue de soirée exigée. » Au bas du carton, une signature manuscrite, Lucien Arnaud. Claire resta pétrifiée, le carton tremblant entre ses doigts. Était-ce une blague? Un piège? Une nouvelle forme de cruauté, plus subtile et plus vicieuse? Elle relut l'invitation 3 fois cherchant un indice, une explication, mais il n'y avait rien d'autre. Léa entra dans le vestiaire à ce moment-là, fredonnant une chanson créole. En voyant le visage blême de Claire, elle s'inquiéta aussitôt. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu un fantôme ?» Claire lui tendit le carton sans un mot. Léa le lut, les yeux s'arrondissant de surprise. « Putain de merde, t'es invité au bal. »« C'est une blague, Léa. Ça ne peut être qu'une blague. »« Pourquoi tu dis ça ?» Claire lui raconta l'humiliation de la veille, les rires de Lucien et de ses acolytes, les mots blessants. Léa écouta en silence, son visage s'assombrissant progressivement. « Ce salopard, cracha-t-elle. Il veut te ridiculiser publiquement, c'est ça son plan. »« Exactement. Il veut que je vienne au bal pour me moquer de moi devant tout le monde, pour montrer à quel point je suis déplacée. » Léa réfléchit un instant, puis un sourire carnassier étira ses lèvres. « Ou alors quoi ? Ou alors,
Tu y vas, et tu lui montres qu'il a tort. Claire secoua la tête avec véhémence. Tu es folle? Je n'ai rien à me mettre, je ne sais pas danser, je ne connais personne. Et alors? Tu es intelligente, Claire. Tu es belle, même si tu refuses de le voir. Tu as de la classe, de la dignité. Ces cons ne valent pas mieux que toi, juste parce qu'ils ont de l'argent. C'est facile à dire, Léa, mais la réalité c'est que tu te laisses écraser depuis trop longtemps. Ton père serait fier de toi si tu relevais la tête. Claire sentit ses yeux picoter. Elle détourna le regard. Je ne peux pas, Léa. Je n'ai rien. Pas de robe, pas d'argent pour en acheter une. Léa l'interrompit en posant une main ferme sur son épaule. On va trouver une solution. Fais-moi confiance. Les jours suivants furent étranges. Claire continuait son travail machinalement, mais une partie de son esprit était ailleurs, oscillant entre l'excitation interdite et la terreur paralysante. Léa, elle, était entrée en mode commando. Elle avait recruté François, le maquilleur du spa de l'hôtel, un homme d'une quarantaine d'années au regard bienveillant et au style impeccable. François avait toujours respecté Claire, lui adressant des sourires complices quand elle nettoyait les cabines de massage. Un soir, après le service, Léa emmena Claire dans les réserves de l'hôtel, un labyrinthe de pièces poussiéreuses où l'on entreposait les objets oubliés par les clients. Robes, manteaux, valises, bijoux fantaisie. Tout ce qui n'avait jamais été réclamé finissait ici, dans un purgatoire de luxe abandonné. « Regarde, dit Léa en sortant une housse de protection. Une cliente américaine a laissé ça il y a 6 mois. Elle n'est jamais revenue la chercher. » Elle défit la fermeture éclair et en sortit une robe longue en soie bleu nuit, simple mais élégante, avec un décolleté en V et une jupe fluide qui tombait jusqu'aux chevilles. Claire retint son souffle. Elle est magnifique. Et c'est là. Claire hésita, puis se déshabilla derrière un portant de manteau. La robe glissa sur sa peau comme une caresse. Elle ajusta les bretelles, lissa le tissu et se tourna vers Léa. Alors, Léa avait les larmes aux yeux. « Claire, tu es sublime. » François, qui était entré discrètement, applaudit doucement. « Mademoiselle Moreau, vous êtes une révélation. Avec un maquillage léger, une coiffure élégante. Vous allez les écraser tous. » Claire se regarda dans un miroir poussiéreux accroché au mur. Elle ne se reconnut pas. La femme qui lui faisait face n'était pas la fille invisible en uniforme gris. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un de fort, quelqu'un de beau. Pour la première fois depuis des années, une étincelle de fierté s'alluma en elle. Le soir du bal approchait. Claire dormait mal, assaillie par des doutes. Et si Lucien l'humiliait devant tout le monde? Et si elle trébuchait, renversait du champagne, disait quelque chose de stupide? Et si elle n'était pas à sa place comme il l'avait dit? La veille du bal, elle faillit tout annuler. Elle tenait l'invitation dans ses mains, prête à la déchirer, quand Mathilde entra dans sa chambre. « Tu comptes vraiment y aller ?» demanda sa sœur. « Je ne sais pas, j'ai peur de me ridiculiser. » Mathilde s'assit à côté d'elle sur le lit. « Claire, tu te souviens de ce que papa disait toujours ?» Claire sourit tristement. Il disait beaucoup de choses. Il disait « La vraie noblesse ne vient pas du nom qu'on porte, mais de la façon dont on se tient debout. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. « Papa me manque. À moi aussi. Mais il serait fier de toi si tu y allais. Il voudrait que tu leur montres qui tu es vraiment. » Claire serra sa sœur dans ses bras. « D'accord, j'irai. » Le lendemain soir, Claire se prépara dans les vestiaires de l'hôtel avec l'aide de Léa et François. Ils avaient tout prévu. La robe, des escarpins empruntés à une autre employée, un collier discret, un maquillage sobre mais raffiné. François travailla sur son visage avec la précision d'un artiste, soulignant ses yeux verts, adoucissant ses traits, révélant une beauté qu'elle ignorait posséder. Quand il eut terminé, il recula d'un pas et murmura « Voilà, vous êtes prête. » Claire se regarda dans le miroir et ne put retenir un sanglot. Elle était magnifique, pas parce qu'elle ressemblait aux femmes des magazines, mais parce qu'elle ressemblait enfin à elle-même. À 20 heures précises, elle se dirigea vers le grand salon, le cœur battant à tout rompre. Derrière les portes dorées, elle entendait la musique, les rires, le tintement des verres. Elle posa sa main tremblante sur la poignée, ferma les yeux, pensa à son père et poussa la porte. Le silence tomba comme un couperet. Le silence qui accueillit Claire Moreau ne dura que 3 secondes, mais ces 3 secondes semblèrent s'étirer à l'infini. 150 paires d'yeux se tournèrent vers elle simultanément,
comme si elle venait d'apparaître dans un éclair de lumière divine. Le grand salon du grand palais royal était une féerie de dorures, de lustres en cristal et de miroirs vénitiens qui multipliaient les reflets des invités en smokings et robes de soirée. L'orchestre, installé sur une estrade surélevée, venait de terminer une valse de Strauss et les musiciens, eux aussi, s'étaient figés, archés, suspendus dans l'air. Claire se tenait sur le seuil, pétrifiée, la main encore posée sur la porte qu'elle venait de franchir. La robe de soie bleu nuit épousait parfaitement sa silhouette élancée, glissant sur ses hanches comme de l'eau de minuit. Ses cheveux châtains, habituellement tirés en arrière dans un chignon austère, tombaient en vagues souples sur ses épaules nues, encadrant un visage délicat que le maquillage avait révélé sans le dénaturer. Ses yeux verts, immenses et brillants d'une émotion contenue, balayèrent la salle avec une vulnérabilité qui la rendait paradoxalement magnétique. Le premier murmure s'éleva depuis la gauche de la salle. « Mon Dieu, qui est-ce » Puis un autre, plus proche. « Elle est sublime. » Et encore un autre, teinté de perplexité. « Je ne l'ai jamais vue dans nos cercles. » Claire sentit ses jambes trembler. Elle voulait faire demi-tour, s'enfuir, disparaître dans les couloirs sombres du sous-sol où personne ne la verrait jamais. Mais quelque chose la retint, peut-être l'image de son père, peut-être les mots de Mathilde, peut-être simplement une force nouvelle qui naissait en elle à cet instant précis. Elle redressa les épaules, leva légèrement le menton et fit un premier pas. Le bruit de ses talons sur le parquet ciré résonna dans le silence comme un métronome. Elle avança lentement, les yeux fixés sur un point imaginaire au fond de la salle, s'efforçant de ne croiser aucun regard. Les invités s'écartèrent instinctivement sur son passage, formant une allée spontanée, comme si elle était une reine traversant sa cour. Claire sentait leur regard peser sur elle, la scanner, la décortiquer, mais elle continuait d'avancer, une marche à la fois, respirant profondément pour calmer les battements affolés de son cœur. Au centre de la salle, près de la fontaine de champagne où trônaient des pyramides de flûtes en cristal, se tenait Lucien Arnaud. Il portait un smoking Brioni noir sur mesure, une cravate de soie grise et une pochette assortie. Ses cheveux blonds étaient plaqués en arrière avec du gel et son visage affichait l'expression arrogante de celui qui se sait au sommet de la pyramide sociale. Il était en train de raconter une anecdote à un groupe de financiers et d'héritières, gesticulant avec son verre de champagne, quand son regard tomba sur Claire. Il s'interrompit au milieu d'une phrase. Sa bouche resta ouverte, figée dans un « oh » ridicule. Le verre vacilla dans sa main, menaçant de se renverser. Il cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il essayait de dissiper une hallucination. Puis, lentement, la reconnaissance se fraya un chemin à travers la stupéfaction. Ses yeux se plissèrent, son visage se durcit, et une rougeur monta à ses joues, non pas de gêne, mais de colère et de confusion. « C'est impossible, pensa-t-il. C'est cette femme de ménage. » Il ne parvenait pas à concilier l'image de la domestique effacée en uniforme gris avec cette créature élégante qui traversait son bal comme si elle en était l'invitée d'honneur. Une émotion nouvelle et désagréable s'empara de lui. Le doute. Avait-il sous-estimé cette femme? Son invitation, lancée comme une insulte, était-elle en train de se retourner contre lui? Autour de Lucien, les conversations reprenaient peu à peu, mais avec un ton fébrile, chargé de curiosité et de spéculation. « C'est qui cette fille ?» demanda une jeune aristocrate au visage pincé, vêtue d'une robe Dior rouge sang. « Aucune idée, » répondit son compagnon. « Un banquier bedonnant. Mais elle a du style. Trop de style pour être une inconnue, » renchérit un homme plus âgé, smoking à la boutonnière ornée de la Légion d'honneur. « Elle doit être quelqu'un. » Claire, qui avait atteint le bar et commandé un verre d'eau pétillante d'une voix qu'elle s'efforçait de garder ferme, entendit ces murmures sans les comprendre vraiment. Son esprit était ailleurs, concentré sur l'effort monumental que représentait le simple fait de rester debout, de respirer, d'exister dans cet espace qui n'était pas le sien. Elle prit le verre que le barman lui tendait avec un sourire professionnel et but une gorgée, laissant la fraîcheur de l'eau apaiser sa gorge sèche. C'est à ce moment précis qu'une voix grave et posée s'éleva derrière elle. « Puis-je vous offrir quelque chose de plus festif, mademoiselle ?» Claire se retourna et se retrouva face à un homme d'une cinquantaine d'années, au visage carré et aux tempes grisonnantes. Il portait un smoking impeccable, mais sans ostentation, et ses yeux bleu acier la regardaient avec une intensité tranquille,
dénué de la curiosité malsaine qu'elle avait lue chez les autres. Il y avait en lui une assurance naturelle, celle de ceux qui n'ont rien à prouver parce qu'ils savent déjà qui ils sont. « Non, merci, balbutia Claire. L'eau me convient. » L'homme sourit légèrement. Une femme qui refuse le champagne dans un bal parisien. Voilà qui est rafraîchissant. Il tendit la main. Émile Duval. Claire hésita une fraction de seconde avant de serrer la main tendue. La poignée était ferme, chaleureuse, respectueuse. Claire Moreau. Enchantée, mademoiselle Moreau. Je ne crois pas vous avoir déjà rencontré dans ce genre d'événement. Claire sentit une vague de panique l'envahir. Elle chercha désespérément une réponse plausible, quelque chose qui ne serait ni un mensonge, ni une révélation humiliante de sa véritable condition. « C'est ma première fois, admit-elle finalement. Alors permettez-moi de vous dire que vous faites une entrée remarquable. Il ne s'agissait pas d'un compliment galant et creux comme ceux qu'elle entendait autour d'elle. Il y avait dans le ton d'Émile quelque chose de sincère, presque respectueux qui désarma Claire. « Merci, murmura-t-elle. Vous aimez la musique classique ? Beaucoup. Enfin, je ne connais pas tout, mais j'aime Debussy, Ravel. » Les yeux d'Émile s'illuminèrent. Des choix exquis. La musique impressionniste a cette capacité à peindre des émotions avec des notes. Clair de lune de Debussy est l'une de mes pièces préférées. Claire sentit quelque chose se détendre en elle. Pour la première fois de la soirée, elle ne se sentait pas jugée, évaluée ou scrutée. Elle se sentait simplement écoutée. « Moi aussi, dit-elle doucement. C'est comme si la musique créait un monde parallèle, un refuge. Un refuge. Quel mot juste. Ils continuèrent à parler, glissant naturellement de la musique à l'architecture puis à la littérature. Émile mentionna qu'il venait de relire « À la recherche du temps perdu » et Claire, oubliant sa timidité, confessa son amour pour Proust, citant un passage du côté de Guermantes avec une précision qui surprit et enchanta Émile. « Vous avez une culture remarquable, mademoiselle Moreau. Où avez-vous étudié ?» La question tomba comme une pierre dans l'eau tranquille de leur conversation. Claire se raidit, son visage se fermant légèrement. « J'ai arrêté mes études assez tôt. Par choix ? Par nécessité. » Émile perçut la douleur dans ces 3 mots. Il n'insista pas, comprenant qu'il venait de toucher une blessure non cicatrisée. « Les meilleurs apprentissages ne se font pas toujours dans les écoles, » dit-il doucement. Certaines personnes portent en elles une intelligence et une sensibilité que les diplômes ne peuvent mesurer. Claire le regarda, les yeux brillants d'une émotion qu'elle ne cherchait plus à cacher. « Merci. »« De quoi ?»« De me parler comme à une égale. » Émile fronça légèrement les sourcils, intrigué par cette remarque étrange, mais avant qu'il ne puisse répondre, une main gantée se posa brutalement sur l'épaule de Claire. Elle sursauta, se retourna et se retrouva face à Lucien Arnaud. Ses traits étaient tendus, son sourire figé dans une expression qui oscillait entre la fureur et le mépris. « Claire !» s'exclama-t-il d'une voix trop forte, trop joviale. « Quelle surprise de vous voir ici !» Il insista lourdement sur le mot « surprise », y injectant une ironie venimeuse. Émile observa l'échange avec une attention nouvelle. Quelque chose dans l'attitude de Lucien, cette fausse bonhomie, ce ton condescendant, éveilla son instinct. « Vous vous connaissez ?» demanda Émile poliment. « Ça, bien sûr, » répondit Lucien avec un rire forcé. « Mademoiselle Moreau travaille au Grand Palais Royal, n'est-ce pas, Claire ?» Il prononça ces mots comme on lâche une bombe, guettant la réaction d'Émile, espérant voir l'intérêt du milliardaire s'évanouir instantanément. Mais Émile ne sia pas. Il se contenta de hocher la tête. « Je vois. Et quel était votre poste, mademoiselle Moreau ?» Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Lucien, jubilant, se chargea de répondre à sa place. « Elle fait le ménage. C'est l'une de nos meilleures femmes de chambre, d'ailleurs. » Le silence retomba autour d'eux. Les invités les plus proches avaient entendu, et la nouvelle se propageait déjà en cercle concentrique à travers la salle. Les murmures reprirent, mais cette fois teintés de moquerie et de mépris. « Une femme de ménage ? Mon Dieu, elle s'est déguisée. C'est pathétique. » Claire ferma les yeux, sentant les murs se refermer sur elle. C'était exactement ce qu'elle avait redouté. L'humiliation publique, la révélation brutale de sa condition, le regard des autres qui passait de l'admiration à la pitié méprisante. Elle voulait disparaître, se dissoudre dans l'air, ne plus exister. Mais la voix d'Émile brisa le cercle de honte qui l'enserrait. Et alors, Lucien cligna des yeux, déconcerté. « Pardon ?
Et alors » répéta Émile calmement. « En quoi le métier de mademoiselle Moreau change-t-il quoi que ce soit à sa présence ici ce soir ?» Lucien ricana, incrédule. « Voyons, monsieur Duval, vous ne pouvez pas, sérieusement. »« Je ne vois aucun métier indigne, monsieur Arnaud. Je vois seulement des gens qui travaillent honnêtement et d'autres qui jugent sans fondement. » Il se tourna vers Claire, dont le visage exprimait un mélange de stupéfaction et de gratitude. « Mademoiselle Moreau, accepteriez-vous de m'accorder cette danse ?» Claire le regarda, les larmes au bord des yeux, incapable de prononcer un mot. Elle hocha simplement la tête. Émile lui offrit son bras, et ensemble, ils se dirigèrent vers la piste de danse, laissant Lucien planté au milieu du salon, le visage rouge de rage et d'humiliation. L'orchestre attaqua une valse lente, une mélodie mélancolique qui semblait flotter dans l'air comme un parfum de jasmin. Émile guida Claire sur la piste avec une douceur attentive, plaçant sa main droite dans le creux de son dos et tenant sa main gauche avec une fermeté rassurante. Claire ne savait pas vraiment danser. Ses connaissances se limitaient à quelques souvenirs flous de fêtes de village. Mais Émile menait avec une telle assurance qu'elle se laissa porter, ses pieds suivant instinctivement le rythme. « Vous savez, » murmura Émile tandis qu'il tournoyait lentement, « j'ai grandi dans un orphelinat de Marseille. Ma mère est morte en me mettant au monde, et mon père était un docker alcoolique qui m'a abandonné à l'âge de 3 ans. » Claire leva les yeux vers lui, surprise par cette confidence soudaine. « J'ai vendu des journaux dans les rues jusqu'à mes 15 ans, » continua-t-il. « Puis j'ai trouvé du travail dans une imprimerie, et là, j'ai découvert le monde des livres, des idées, du savoir. J'ai étudié la nuit, j'ai travaillé le jour. J'ai créé ma première entreprise à 25 ans, une petite maison d'édition. Elle a fait faillite. J'ai recommencé. Et encore. Et encore. » Il marqua une pause, ses yeux bleus plongés dans ceux de Claire. « Ce que je veux dire, c'est que je sais ce que c'est de porter le poids du regard des autres, de se sentir jugé, rejeté, invisible. Alors quand un imbécile comme Lucien Arnaud essaie de rabaisser quelqu'un en révélant son métier, je me rappelle d'où je viens. Et je me rappelle que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque ou à son titre. » Claire sentit les larmes rouler sur ses joues. Elle ne chercha pas à les essuyer. « Merci, » murmura-t-elle. « Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi. » « Je crois que si, justement. » Ils dansèrent en silence pendant quelques instants, leurs mouvements synchronisés comme s'ils l'avaient fait 1000 fois auparavant. Autour d'eux, les invités observaient avec des expressions variées. Curiosité, jalousie, désapprobation, mais aussi, chez certains, une forme de respect réticent. « Parlez-moi de vous, » dit Émile. « Pas de votre travail. De vous. De ce qui vous fait vibrer. » Claire hésita. Puis les mots se mirent à couler, libérés par quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Peut-être la gentillesse d'Émile, peut-être simplement l'épuisement de garder tout enfermé depuis si longtemps. J'aimais dessiner autrefois, concevoir des espaces, imaginer des intérieurs. J'ai étudié le design pendant 1 an à l'école Boulle, avant que mon père ne meure. Après ça, je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir rangé cette partie de moi dans un tiroir que je n'ai plus jamais ouvert. Pourquoi ne pas le rouvrir? Parce que j'ai des responsabilités. Ma mère est malade, ma sœur étudie. Et vous? Quand est-ce que vous vivez pour vous? La question percuta Claire comme une gifle. Elle ne sut pas quoi répondre. Émile vit le trouble dans ses yeux et décida de changer de sujet. Vous aimez Proust? Avez-vous lu Du côté de chez Swann? 3 fois. C'est mon préféré. Le passage de la Madeleine? Non. Celui sur les aubépines. Quand le narrateur décrit les fleurs blanches comme des jeunes filles en robe de fête. C'est tellement vivant. Émile sourit, visiblement enchanté. Vous avez une sensibilité rare, mademoiselle Moreau, une intelligence du cœur que peu de gens possèdent. Avant que Claire ne puisse répondre, la musique s'arrêta. L'orchestre marqua une pause et le maître de cérémonie monta sur l'estrade pour annoncer le dîner. Les invités commencèrent à se diriger vers la salle à manger adjacente où des tables dressées de nappes blanches et de couverts en argent les attendaient. Émile se tourna vers Claire. « Restez-vous pour le dîner ?» Claire secoua la tête, prise de panique. « Non, je ne peux pas, je n'ai pas. » Elle s'interrompit, réalisant qu'elle allait avouer qu'elle n'avait pas de place à signer, qu'elle n'était pas vraiment invitée au sens formel du terme. Émile comprit immédiatement. « Dans ce cas, permettez-moi de vous raccompagner. »« Non, vraiment, ce n'est pas nécessaire. J'insiste. » Il lui offrit son bras et ensemble ils traversèrent le salon vers la sortie. Sur leur passage,
Claire croisa le regard de Lucien. Il se tenait près de la fontaine de champagne, entouré de ses courtisans, mais son visage trahissait une rage froide et calculatrice. Claire soutint son regard quelques secondes, une petite victoire silencieuse, puis détourna les yeux. Dans le hall d'entrée, loin du tumulte du bal, Émile se tourna vers Claire. « Je vais être direct, mademoiselle Moreau. Je crois que vous avez un talent que vous avez enfoui trop longtemps. J'aimerais vous aider à le réveiller. » Claire fronça les sourcils, méfiante. « Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement. Je lance une nouvelle entreprise de design d'intérieur éthique et durable. J'ai besoin de gens créatifs, passionnés, authentiques. Pas de diplômés arrogants qui régurgitent des tendances. Des gens qui ont quelque chose à dire. Mais je n'ai aucune expérience. Vous avez mieux. Vous avez une vision. Je l'ai vu dans vos yeux quand vous parliez de votre passion. » Il sortit une carte de visite de la poche intérieure de son smoking et la tendit à Claire. « Réfléchissez. Si vous êtes intéressé, appelez-moi. Nous discuterons. » Claire prit la carte avec des mains tremblantes. Elle lut le nom gravé en lettres sobres. Émile Duval, PDG Duval Création. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien pour l'instant. Rentrez chez vous. Pensez-y. Et rappelez-vous, vous valez bien plus que ce que les gens comme Lucien Arnaud veulent vous faire croire. Il déposa un baiser respectueux sur sa main, puis la laissa partir dans la nuit parisienne. Le dimanche matin, Claire se réveilla dans sa chambre sous les combles avec un sentiment étrange d'irréalité. Pendant quelques secondes, elle se demanda si le bal avait vraiment eu lieu ou s'il n'était qu'un rêve particulièrement vif. Mais la robe bleu nuit, suspendue à la porte de son armoire, et la carte de visite d'Émile Duval posée sur sa table de nuit confirmaient la réalité de la soirée. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond, rejouant mentalement chaque instant, l'entrée dans le salon, la danse avec Émile, les regards des invités, l'humiliation orchestrée par Lucien, et pourtant. Quelque chose de nouveau naissait en elle, une fierté fragile, un début de confiance. Elle avait survécu. Mieux, elle s'était tenue droite. Mathilde frappa doucement à sa porte. « Claire, tu es réveillée ?»« Oui, entre. » Mathilde ouvrit la porte avec précaution, comme si elle pénétrait dans un sanctuaire. Son visage rayonnait de curiosité. « Alors, comment c'était ?» Claire lui raconta tout, l'arrivée, la rencontre avec Émile, la méchanceté de Lucien, la danse, la proposition. Mathilde l'écouta bouche bée, ses yeux s'écarquillant à chaque nouvelle révélation. « Claire, c'est incroyable. Tu vas accepter sa proposition, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. C'est tellement inattendu. Justement, c'est une chance incroyable. Tu ne peux pas laisser passer ça. Mais mon travail à l'hôtel. Ton travail à l'hôtel te tue à petit feu, Claire. Ça fait 5 ans que tu te sacrifies. Tu as le droit de vivre aussi. » Claire regarda sa jeune sœur, si pleine d'espoir et d'énergie, et se demanda quand elle-même avait perdu cette capacité à croire en un avenir meilleur. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Bien sûr que tu as peur. Mais papa disait toujours qu'avoir peur et avancer quand même, c'est ça le vrai courage. » Claire sourit tristement. « Papa disait beaucoup de choses sages. Alors écoute-le, même s'il n'est plus là. » Le lundi matin, Claire retourna au Grand Palais Royal avec une appréhension terrible. Elle redoutait les regards, les murmures, les moqueries. Elle s'attendait à ce que tout le personnel soit au courant de son imposture au bal. Mais à sa grande surprise, personne ne dit rien. Les autres employés la saluaient comme d'habitude, sans commentaires ni remarques. Soit ils ne savaient pas, soit ils s'en fichaient. Seule Léa l'attendait dans le vestiaire, les bras croisés et un sourire triomphant sur le visage. « Alors, comment s'est passée ta soirée de Cendrillon ?» Claire ne put s'empêcher de sourire. C'était intense. « Raconte tout, sans rien omettre. » Elles s'installèrent sur le banc du vestiaire, et Claire lui relata les événements de la soirée. Léa l'écoutait avec attention, alternant entre rires, jurons créoles et exclamations indignées. « Ce Lucien, quel connard! J'aimerais lui coller ma main dans la gueule. » Léa. « Mais ce milliardaire, Émile, il a l'air bien. Tu vas le rappeler ?»« Je ne sais pas encore. »« Mais qu'est-ce que tu attends? Une invitation personnelle du président de la République ?» Claire soupira. « J'ai peur de me planter, de découvrir que je ne suis pas à la hauteur. » Léa la saisit par les épaules et la regarda droit dans les yeux. « Écoute-moi bien, Claire Moreau, tu es la personne la plus intelligente, la plus courageuse et la plus talentueuse que je connaisse. Si tu ne saisis pas cette chance,
Je te jure que je te botte les fesses moi-même. » Claire éclata de rire malgré elle. « D'accord, je vais y réfléchir sérieusement. Bien, maintenant file au travail avant qu'on se fasse virer toutes les deux. » Claire enfila son uniforme et commença sa journée. Elle nettoyait la suite 308 quand son téléphone vibra dans sa poche. Un numéro inconnu. Elle hésita puis décrocha. « Allô? Mademoiselle Moreau ?» C'est Émile Duval. Le cœur de Claire fit un bond dans sa poitrine. « Monsieur Duval, bonjour. J'espère que je ne vous dérange pas. Je voulais simplement savoir si vous aviez eu le temps de réfléchir à ma proposition. Oui, j'y ai pensé. » Et Claire regarda autour d'elle, le lit défait, les serviettes sales, le chariot de nettoyage, l'uniforme gris qu'elle portait. Puis elle pensa à la robe bleu nuit, à la danse, à la sensation d'être vue pour qui elle était vraiment. « J'accepte, » dit-elle dans un souffle, « mais à une condition. »« Laquelle ? Je veux commencer comme apprenti. Je ne veux pas de passe-droit. Je veux apprendre, grandir, mériter ma place. » Il y eut un silence au bout du fil, puis un rire chaleureux. « Mademoiselle Moreau, vous êtes exactement la personne que je cherchais. Bienvenue dans l'équipe. Pouvez-vous passer à mon bureau demain pour signer le contrat ? » « Oui, bien sûr. »« Parfait, à demain donc. Monsieur Duval ? » ?»« Oui, merci, pour tout. »« C'est moi qui vous remercie. À demain. » Claire raccrocha, le téléphone serré contre sa poitrine, les larmes coulant librement sur ses joues. Pour la première fois depuis la mort de son père, elle ressentit quelque chose qu'elle avait cru perdu à jamais, l'espoir. Mais pendant que Claire rêvait d'un avenir nouveau, Lucien Arnaud ruminait sa défaite. Assis dans son bureau de l'hôtel, il fixait son verre de whisky avec une rage froide. L'humiliation qu'il avait subie au bal, être contredit publiquement par Émile Duval, voir cette femme de ménage accaparée par l'un des hommes les plus riches et respectés de France, lui était insupportable. Il décrocha son téléphone et composa un numéro. « Bertrand, c'est Lucien. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. »« Bien sûr, monsieur Arnaud. Que puis-je faire ? » « Cette employée, Claire Moreau, je veux qu'elle soit virée. » Il y eut un silence hésitant. « Pour quel motif, monsieur ? » « Je me fous du motif, trouve en un, vol, insubordination, négligence, n'importe quoi. Je veux qu'elle soit dehors d'ici la fin de la semaine. Mais monsieur, elle est l'une de nos meilleures employées. Tu m'as bien entendu, Bertrand ? Ou dois-je appeler ton supérieur pour lui expliquer que tu refuses d'exécuter mes ordres ? » Bertrand déglutit difficilement. « Non, monsieur, je m'en occupe. »« Bien, tiens-moi informé. » Lucien raccrocha avec un sourire mauvais. Il ne supportait pas d'être défié, surtout pas par quelqu'un qu'il considérait comme socialement inférieur. Il allait lui rappeler sa place. Le mercredi suivant, Claire fut convoquée dans le bureau de Bertrand Collet. Elle entra avec une légère appréhension, se demandant ce qu'elle avait fait de mal. Bertrand était assis derrière son bureau, le visage fermé, évitant son regard. « Asseyez-vous, mademoiselle Moreau. » Claire s'assit sur la chaise en face de lui, les mains croisées sur ses genoux. « Il y a un problème ?» Bertrand toussa, mal à l'aise. « J'ai reçu des plaintes concernant votre travail. » Claire fronça les sourcils, déconcertée. « Des plaintes ? De la part de qui ? Je ne suis pas autorisée à divulguer les noms. Mais plusieurs clients ont signalé que leur chambre n'avait pas été correctement nettoyée. C'est impossible. Je fais toujours mon travail avec soin. Peut-être, mais les plaintes sont là. Et dans ces conditions, je me vois contraint de mettre fin à votre contrat. » Claire resta figée, le souffle coupé. « Vous me virez ? C'est une décision qui vient d'en haut. Je n'y peux rien. »« D'en haut. Vous voulez dire Lucien Arnaud. » Bertrand ne répondit pas, mais son silence était éloquent. Claire se leva lentement, la rage montant en elle comme une vague brûlante. « C'est parce que je suis allée au bal, c'est ça ? Il ne supporte pas que je me sois tenue droite. Mademoiselle Moreau, je vous conseille de... » « De quoi ? De me taire ? D'accepter cette injustice sans broncher ? Non, je ne me tairai pas. » Elle se pencha sur le bureau, les yeux brillants de fureur. « Vous pouvez dire à Lucien Arnaud que je ne lui ai jamais rien demandé, qu'il m'a invité lui-même par cruauté, qu'il voulait me ridiculiser mais que ça s'est retourné contre lui, et que maintenant, comme le lâche qu'il est, il se venge en me privant de mon gagne-pain. Mademoiselle, je démissionne. Vous n'aurez pas le plaisir de me virer. » Elle tourna les talons et sortit du bureau en claquant la porte. Dans le couloir, elle croisa Léa qui avait tout entendu. Les deux femmes se regardèrent et Léa serra Claire dans ses bras.
Ce fils de pute, murmura Léa. Mais tu sais quoi? Tu n'as plus besoin de cet endroit. Tu as mieux maintenant. Claire hocha la tête, les larmes roulant sur ses joues. Elle vida son casier, rendit son uniforme et quitta le Grand Palais Royal pour la dernière fois. Le lendemain, Claire se présenta au bureau d'Émile Duval, situé dans un immeuble moderne du quartier de la Défense. L'assistante d'Émile, une jeune femme souriante nommée Agathe, la fit entrer dans une salle de réunion lumineuse où Émile l'attendait. « Mademoiselle Moreau, dit-il en se levant pour la saluer, bienvenue. » Claire s'assit, les mains tremblantes. Elle avait décidé de ne pas mentionner son licenciement, ou plutôt sa démission, car elle voulait que cette opportunité soit basée sur son mérite, pas sur la pitié. Émile lui présenta le projet, une entreprise de design d'intérieur spécialisée dans les espaces durables, éthiques, accessibles. Il travaillerait avec des artisans locaux, des matériaux recyclés et concevrait des lieux qui avaient une âme. « Je veux que vous commenciez par un stage de 3 mois, dit-il. Vous travaillerez avec nos designers seniors, vous apprendrez les logiciels, les techniques, et à la fin, si vous le souhaitez et si vous êtes prête, vous intégrerez l'équipe à temps plein. » Claire sentit son cœur exploser de joie et de reconnaissance. « Je ne vous décevrai pas. Je n'en doute pas une seconde. » Il lui tendit un contrat de stage. Claire le lut attentivement, nota le salaire, modeste mais honnête, et signa avec une émotion qu'elle ne cherchait plus à cacher. Les 3 mois qui suivirent furent les plus intenses de la vie de Claire. Elle travaillait 12 heures par jour, apprenait avec une voracité qui impressionnait ses collègues, et retrouvait peu à peu cette partie d'elle-même qu'elle avait enfouie. Ses premiers croquis, timides, devinrent de plus en plus assurés. Ses propositions, d'abord hésitantes, gagnèrent en audace. Émile passait régulièrement dans les bureaux, observant son progrès avec un mélange de fierté et d'admiration. Ils déjeunèrent parfois ensemble, discutant de projets, de philosophie, de vie. Entre eux naissait une complicité qui dépassait la simple relation professionnelle, non pas une histoire d'amour fulgurante, mais quelque chose de plus profond, de plus solide, un respect mutuel, une reconnaissance silencieuse de leurs blessures partagées. 3 mois après son départ de l'hôtel, Claire reçut un appel d'Émile. « Claire, j'ai une proposition à vous faire. L'un de nos clients organise un événement de présentation dans un hôtel parisien. C'est un grand projet, un renouvellement complet de leurs espaces communs. J'aimerais que vous présentiez votre travail. Vous êtes prête ? » « Quel hôtel ?» demanda Claire, le cœur battant. « Le Grand Palais Royal. » Claire resta silencieuse quelques secondes, digérant l'information. Retournée là-bas, dans le lieu de son humiliation, mais cette fois, en tant que professionnelle. C'était à la fois terrifiant et exaltant. « J'accepte, dit-elle finalement. » Le soir de la présentation, Claire se prépara avec soin. Elle portait un tailleur sobre mais élégant, ses cheveux étaient coiffés en un chignon bas, et elle tenait sous le bras un portfolio contenant ses meilleurs croquis et rendu 3D. En entrant dans le salon de conférence de l'hôtel, elle croisa le regard de Léa, qui travaillait toujours là et qui lui fit un clin d'œil complice. Parmi l'audience se trouvèrent des investisseurs, des architectes, des journalistes spécialisés. Et Lucien Arnaud. Il était assis au fond de la salle, les bras croisés, le visage fermé. Ses affaires n'allaient pas bien. Des décisions impulsives, des investissements ratés, une réputation ternie par son arrogance. Mais il était toujours là, symbole vivant de tout ce que Claire avait dû affronter. Claire monta sur l'estrade. Elle sentit son estomac se nouer, sa gorge se serrer. Puis elle pensa à son père, à Mathilde, à Émile, à Léa. Elle pensa à toutes les heures passées à nettoyer ces mêmes salons, invisibles et méprisés. Et elle se redressa. « Bonsoir », commença-t-elle d'une voix claire. « Je m'appelle Claire Moreau et je suis designer chez Duval Création. Ce soir, je vais vous présenter notre vision pour transformer le Grand Palais Royal en un espace qui incarne à la fois l'élégance classique et la responsabilité environnementale. » Elle parla pendant 25 minutes, montrant ses croquis, expliquant ses choix, répondant aux questions avec assurance. Quand elle eut terminé, un silence tomba sur la salle. Puis, lentement, les applaudissements éclatèrent. Des applaudissements debout. Claire vit Émile au premier rang qui l'applaudissait avec un sourire fier. Elle vit Léa près de la porte, les larmes aux yeux. Et elle vit Lucien, toujours assis, le visage figé dans une expression de défaite amère. Puis, lentement, contraint par le regard des autres, il se leva et applaudit lui aussi. C'était fini. Elle avait gagné.
Les semaines qui suivirent la présentation au Grand Palais Royal furent à la fois enivrantes et épuisantes. Le projet fut accepté avec enthousiasme, et Claire se retrouva propulsée au cœur d'une équipe de 15 personnes chargée de transformer les espaces communs de l'hôtel. C'était une responsabilité écrasante pour quelqu'un qui, 6 mois plus tôt, nettoyait encore ces mêmes couloirs en uniforme gris. Les journées de Claire commençaient à 6 heures du matin et se terminaient souvent après minuit. Elle jonglait entre les rendez-vous avec les fournisseurs, les réunions avec les architectes, les révisions de plans, les choix de matériaux. Elle apprenait à gérer une équipe, à défendre ses idées face à des professionnels aguerris, à naviguer dans les méandres bureaucratiques des permis et des budgets. C'était stimulant, mais aussi terrifiant. Un soir de mai, alors qu'elle travaillait seule dans les bureaux déserts de Duval Création, penchée sur son ordinateur à peaufiner un rendu 3D du nouveau lobby de l'hôtel, Émile entra silencieusement dans son bureau. Il portait un jean et un pull noir, une tenue inhabituelle pour lui, qui était toujours impeccable en costume. Ses cheveux grisonnants étaient légèrement ébouriffés et il tenait 2 gobelets de café fumant. « Je me suis dit que vous auriez besoin de ça », dit-il en posant un gobelet sur le bureau de Claire. Elle leva les yeux, surprise, et consulta l'horloge murale. 22h30. « Monsieur Duval, je ne vous avais pas entendu arriver. Appelez-moi Émile, Claire. Nous avons passé ce stade depuis longtemps, non ?» Claire sourit faiblement et saisit le café avec reconnaissance. La chaleur du liquide contre ses mains gelées par l'air conditionné trop puissant fut réconfortante. « Merci, j'en avais vraiment besoin. » Émile s'assit sur le coin du bureau, observant l'écran de l'ordinateur où s'affichait le rendu 3D. « C'est magnifique, » dit-il simplement. « Vraiment, il reste tellement de détails à régler. Le choix des luminaires, l'agencement des sièges dans le coin lecture, la palette de couleurs pour les tapis. Claire. » Elle s'interrompit, le regard toujours fixé sur l'écran. « Claire, regardez-moi. » Elle tourna lentement la tête vers lui. Dans la lumière tamisée du bureau, ses yeux verts trahissaient une fatigue profonde, mais aussi quelque chose de plus sombre, une angoisse sourde qui rongeait ses nuits. « Vous allez vous épuiser, » dit Émile doucement. « Je vais bien. »« Non. Vous ne dormez plus, vous ne mangez presque plus. Agathe m'a dit que vous aviez refusé de prendre vos jours de congé. Je ne peux pas me permettre de ralentir. Ce projet est trop important. Si j'échoue, vous n'échouerez pas. Comment pouvez-vous en être si sûr ?» Émile la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « Parce que je vous connais. Vous êtes l'une des personnes les plus déterminées et talentueuses que j'ai jamais rencontrées. Mais votre plus grande force est aussi votre faiblesse. Vous ne savez pas vous accorder le droit à l'erreur. Vous vous punissez pour des crimes que vous n'avez pas commis. » Claire sentit sa gorge se serrer. « Toute ma vie, j'ai dû être parfaite. Parce que si je ne l'étais pas, ma famille souffrait. Si je perdais mon travail à l'hôtel, ma mère ne pouvait plus acheter ses médicaments. Si je ne faisais pas d'heures supplémentaires, Mathilde devait abandonner ses études. Il n'y avait pas de place pour l'échec. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Mathilde a obtenu une bourse, n'est-ce pas? Et votre mère reçoit des soins adaptés grâce à votre nouveau salaire. Oui, mais vous ne savez pas comment exister sans porter le poids du monde sur vos épaules. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. Elle essaya de les retenir, mais elles coulèrent malgré elle, traçant des sillons brillants sur ses joues. « J'ai l'impression d'être une imposture, » avoua-t-elle dans un souffle. « Tous ces gens, ces professionnels qui ont des diplômes prestigieux, des années d'expérience. Et moi, je suis juste une ancienne femme de ménage qui dessine. Qu'est-ce qui me fait croire que je peux être à leur niveau ?» Émile posa sa main sur celle de Claire, un geste doux et paternel. « Le syndrome de l'imposteur. Je connais ça. Vous savez combien de fois j'ai eu l'impression d'être un fraudeur dans mes propres réunions de conseil d'administration? Combien de fois je me suis réveillé en sueur, convaincu que quelqu'un allait découvrir que je n'étais qu'un gamin de Marseille qui avait eu de la chance? Mais vous, vous avez construit un empire. Vous avez des preuves de votre valeur. Et vous aussi. Ce projet, c'est la vôtre. Chaque ligne, chaque courbe, chaque choix de matériaux porte votre signature. Les membres de l'équipe vous respectent. Les clients vous font confiance. Vous êtes légitime, Claire. Vous l'avez toujours été. » Claire pleura en silence, laissant enfin sortir toute la tension accumulée depuis des mois. Émile ne dit rien, se contentant de rester près d'elle, sa présence silencieuse plus réconfortante que n'importe quel discours. Au bout de plusieurs minutes,
Claire s'essuya les yeux et prit une grande inspiration. « Merci, murmura-t-elle, pour tout, pour avoir cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Je n'ai fait que voir ce qui était déjà là. Maintenant, rentrez chez vous. Dormez. Demain, vous verrez les choses différemment. » Claire hocha la tête, éteignit son ordinateur et rassembla ses affaires. Avant de partir, elle se retourna vers Émile. « Pourquoi m'avez-vous aidé? Je veux dire, vraiment. Vous auriez pu choisir n'importe qui. » Émile sourit, un sourire mélancolique qui trahissait des blessures anciennes. « Parce que vous me rappelez qui j'étais il y a 30 ans. Quelqu'un qui avait faim de vie, qui portait des rêves trop grands pour son statut social, qui refusait de se résigner. Et parce que, peut-être, en vous aidant, j'aide aussi celui que j'étais. » Claire sentit quelque chose se briser et se reconstruire en elle simultanément. Elle s'approcha d'Émile et le serra brièvement dans ses bras. « Bonne nuit, Émile. Bonne nuit, Claire. » Malgré les encouragements d'Émile, les semaines suivantes restèrent difficiles. Le chantier au Grand Palais Royal avançait, mais chaque décision semblait lourde de conséquences. Un jour, Claire devait trancher entre 2 types de bois pour les panneaux muraux du lobby. Un autre, elle découvrait que les luminaires qu'elle avait commandés ne seraient pas livrés à temps et devait improviser une solution de dernière minute. Les nuits blanches s'accumulaient et avec elles, les doutes. Un samedi après-midi de juin, alors qu'elle inspectait le chantier avec son assistant, un jeune architecte nommé Lucas, elle remarqua un homme observant les travaux depuis le hall d'entrée de l'hôtel. Il se tenait à l'écart, les mains dans les poches de son costume froissé, le regard vide. Claire mit quelques secondes à le reconnaître. Lucien Arnaud. Elle ne l'avait pas revu depuis la présentation, 3 mois plus tôt. Il avait changé. Son visage était plus creusé, ses cheveux moins soignés, et quelque chose dans sa posture, les épaules voûtées, la mâchoire serrée, trahissait une défaite intérieure. Claire hésita, puis décida de l'ignorer et continua d'inspecter les travaux. Mais Lucien s'approcha d'elle. « Mademoiselle Moreau. » Sa voix était dénuée de l'arrogance habituelle. Claire se retourna lentement, le regard neutre. « Monsieur Arnaud, je voulais vous dire que le travail que vous faites ici est impressionnant. » Claire ne répondit pas, attendant la suite. Lucien sembla chercher ses mots, le regard fuyant. « Je sais que je vous ai maltraité, que j'ai été cruel. Vous avez essayé de me détruire, » dit Claire calmement. « Vous m'avez humilié publiquement, puis vous avez fait en sorte que je perde mon emploi. » Lucien accusa le coup, blêmissant. « Je sais, et je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez. Mais je voulais que vous sachiez que j'avais tort, sur toute la ligne. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Arnaud ?» Il eut un rire amer. « La vie, je suppose. Mon père m'a retiré la gestion de plusieurs domaines viticoles après une série de mauvaises décisions. Ma fiancée m'a quitté, mes amis. Enfin, ceux que je croyais être mes amis se sont évaporés quand l'argent a commencé à manquer. J'ai découvert ce que c'était d'être invisible, méprisé, et j'ai compris ce que je vous avais fait subir. » Claire le regarda longuement. Une partie d'elle voulait savourer sa chute, lui renvoyer toute la douleur qu'il lui avait infligée, mais une autre partie, plus profonde, plus sage, ressentait simplement de la pitié. « Vous savez ce que mon père me disait toujours ? La vraie noblesse ne vient pas du nom qu'on porte, mais de la façon dont on se tient debout. Vous vous êtes tenu sur les épaules des autres, monsieur Arnaud. Maintenant, vous apprenez à marcher seul. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. » Lucien hocha la tête, les yeux brillants. « Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Vos excuses ne changeront pas le passé, mais peut-être qu'elles changeront votre futur. » Elle tourna les talons et reprit son inspection, laissant Lucien seul avec ses remords. Lucas, qui avait assisté à l'échange à distance, la rejoignit. « C'était qui ? » ?»« Personne d'important, » répondit Claire. « Juste un fantôme du passé. » Malgré tous ses efforts, Claire commença à sentir les fissures s'élargir. Le projet avançait bien, mais elle se sentait de plus en plus déconnectée d'elle-même. Elle rentrait tard le soir dans l'appartement de la rue des Rosiers, épuisée, et trouvait à peine la force de parler à sa mère et à Mathilde. Les repas familiaux, autrefois des moments de complicité, devenaient des exercices de façade où elle souriait mécaniquement tout en pensant aux dizaines de tâches qui l'attendaient le lendemain. Un soir de juillet, alors qu'elle était assise à la table de la cuisine, fixant son assiette de pâtes sans y toucher, Mathilde posa sa main sur la sienne. « Claire, ça ne va pas, et ne me dis pas le contraire. » Claire leva les yeux, surprise par le ton ferme de sa sœur. « Je vais bien, juste fatiguée. »« Tu ne vas pas bien.
Tu ne dors plus, tu ne manges plus, tu ne ris plus, tu es devenue absente. Hélène, assise dans son fauteuil près de la fenêtre, intervint d'une voix douce. « Ma chérie, Mathilde a raison. On s'inquiète pour toi. » Claire sentit une colère soudaine monter en elle. « Vous vous inquiétez. C'est moi qui me suis inquiété pour vous pendant des années. C'est moi qui ai tout sacrifié pour que vous puissiez vivre décemment. Et maintenant que j'ai enfin une opportunité de construire quelque chose pour moi, vous me demandez de ralentir ?» Le silence tomba sur la cuisine. Mathilde retira sa main, le visage blessé. Hélène baissa les yeux, les lèvres tremblantes. Claire réalisa immédiatement la violence de ses mots, mais il était trop tard. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne voulais pas. »« On sait, » dit Mathilde doucement. « On sait ce que tu as fait pour nous, et on t'en sera éternellement reconnaissante. Mais Claire, on ne veut pas que tu te perdes en chemin. Papa n'aurait pas voulu ça. » La mention de leur père fit s'effondrer les dernières défenses de Claire. Elle éclata en sanglots, la tête entre les mains, le corps secoué par des spasmes incontrôlables. Mathilde se leva précipitamment et entoura sa sœur de ses bras. Hélène, malgré ses articulations douloureuses, se leva difficilement de son fauteuil et vint poser sa main sur la tête de Claire. « Ma petite fille, » murmura Hélène, « tu portes tellement de poids depuis si longtemps, mais tu n'es pas obligée de tout porter seule. »« J'ai peur, maman, » sanglota Claire. « J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur qu'un jour on découvre que je ne suis qu'une imposture. J'ai peur de décevoir Émile, de décevoir l'équipe, de vous décevoir. »« Tu ne nous as jamais déçus, » dit Mathilde fermement. « Jamais. Tu es la personne la plus courageuse et la plus forte que je connaisse. Mais même les plus forts ont le droit de s'effondrer parfois. » Claire pleura pendant ce qui lui sembla des heures, vidant des années de peur, de solitude, de sacrifice. Et pour la première fois depuis la mort de son père, elle se permit d'être fragile, vulnérable, humaine. Le lendemain, Claire appela Émile et lui demanda quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire, une semaine de congé. Elle s'attendait à ce qu'il refuse, qu'il invoque l'urgence du projet, les délais serrés. Mais il répondit simplement « Prenez 2 semaines, vous en avez besoin. Mais le chantier sera toujours là. Vous, en revanche, vous êtes en train de vous brûler de l'intérieur. Partez, Claire, reposez-vous, retrouvez-vous. » Claire raccrocha avec un mélange de soulagement et de culpabilité. Elle décida de partir seule, loin de Paris, loin des chantiers et des responsabilités. Elle loua une petite maison dans un village de Provence, près d'Aix-en-Provence, un endroit que son père avait toujours rêvé de visiter, mais n'en avait jamais eu l'occasion. Le village s'appelait Lourmarin, un petit bijou médiéval aux rues pavées, aux maisons de pierre ocre et aux volets bleus délavés par le soleil. Les journées étaient longues et chaudes, parfumées de lavande et de romarin. Claire passait ses matinées à se promener dans les champs, ses après-midi à lire sous un olivier, et ses soirées à dessiner. Non pas des projets professionnels, mais des croquis libres, sans contrainte, pour le simple plaisir de créer. Un après-midi, alors qu'elle était assise à la terrasse d'un café sur la place du village, sirotant un citron pressé, une vieille femme s'approcha de sa table. Elle portait une robe à fleurs démodée, un chapeau de paille et un sourire énigmatique. « Vous êtes artiste ?» demanda-t-elle en désignant le carnet de croquis de Claire. « Oui, je suppose. »« Vous supposez ? Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas de milieu. » Claire sourit malgré elle. « Alors oui, je suis artiste. » « Bien. L'art, c'est comme l'amour. Il faut s'y abandonner complètement, ou alors il devient une prison. » La vieille femme lui fit un clin d'œil et s'éloigna en claudiquant, laissant Claire méditer sur ses paroles étranges. Ce soir-là, elle appela Mathilde. « Comment tu vas, grande sœur ?»« Mieux. Beaucoup mieux. Tu me manques. Toi aussi. Mais j'avais besoin de ça. De respirer. De me retrouver. Tu sais, Claire, j'ai réfléchi. Pendant toutes ces années, tu as vécu pour nous. Et je t'en serai éternellement reconnaissante. Mais maintenant, c'est à ton tour de vivre pour toi, d'accord ?» Claire sentit les larmes monter à nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. « D'accord. Et tu sais ce que papa dirait ? » ?»« Quoi ? Il dirait « Ma Claire, tu es déjà arrivée. Le voyage, c'est maintenant. Profites-en. » Claire rit à travers ses larmes. Il dirait exactement ça. « Je t'aime, grande sœur. Je t'aime aussi, ma puce. » Claire rentra à Paris 2 semaines plus tard, bronzée, reposée et surtout apaisée. Quelque chose en elle avait changé, une légèreté nouvelle, une acceptation de ses limites, une compréhension que la perfection n'était pas le but.
Le but était l'authenticité. Le chantier du Grand Palais Royal touchait à sa fin. Les panneaux de bois avaient été installés, les luminaires suspendus, les tapis déroulés. Le lobby transformé était à la fois majestueux et chaleureux, mêlant l'élégance haussmannienne à une modernité durable. Des plantes grimpantes encadrèrent les fenêtres, des sièges en matériaux recyclés invitaient au repos, et une bibliothèque ouverte à tous occupait un coin du hall, l'idée favorite de Claire, inspirée par son amour des livres. L'inauguration était prévue pour début septembre. Claire travaillait encore dur, mais différemment. Elle déléguait davantage, faisait confiance à son équipe, s'accordait des pauses. Elle riait à nouveau, plaisantait avec Lucas, déjeunait avec Agathe. Elle redevenait humaine. Un soir, alors qu'elle terminait les derniers ajustements, Émile vint la retrouver dans le lobby rénové. Il regarda autour de lui avec une émotion visible. « C'est magnifique, Claire, au-delà de tout ce que j'imaginais. C'est un travail d'équipe. »« Non, c'est votre vision, votre âme. » Ils marchèrent lentement dans le hall transformé, leurs pas résonnant sur le nouveau parquet en chêne massif, provenant de forêts gérées durablement. « Vous savez ce qui me touche le plus ?» dit Émile en s'arrêtant devant la bibliothèque. « C'est ça. Cette idée que les gens, quel que soit leur statut, peuvent venir ici et lire, rêver, s'évader. Vous avez créé un espace démocratique dans un lieu d'élite. C'était important pour moi. Quand je travaillais ici comme femme de ménage, je voyais tous ces livres magnifiques dans les chambres des clients, et je rêvais de pouvoir les lire. Maintenant, peut-être qu'une autre Claire pourra le faire. » Émile se tourna vers elle, et pour la première fois, Claire vit des larmes dans ses yeux. « Vous êtes extraordinaire, vous le savez, j'espère. » Claire rougit légèrement. « Je commence à le croire. » « Bien. » Il y eut un silence confortable entre eux, chargé de choses non dites. Puis Émile reprit, hésitant. « Claire, je dois vous avouer quelque chose. Depuis notre rencontre au bal, je vous admirais énormément. Pas seulement professionnellement. Votre force, votre intégrité, votre humanité. Tout cela m'a profondément touché. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « Émile, je sais que je suis plus âgé que vous, que notre relation a commencé dans un contexte professionnel, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens, et je voulais être honnête avec vous. » Claire le regarda longuement. Elle ressentait une affection profonde pour Émile, un respect immense, une gratitude infinie. Mais était-ce de l'amour, ou simplement le lien qui se crée entre deux âmes blessées qui se reconnaissent? « Émile, » dit-elle doucement, « vous êtes l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Vous m'avez sauvé, d'une certaine manière. Mais je crois que ce que nous avons est plus précieux qu'une histoire d'amour romantique. C'est une connexion d'âme, un respect mutuel, une amitié profonde. Et je ne voudrais pas risquer de perdre ça. » Émile hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Je comprends. Et vous avez peut-être raison. Parfois, les liens les plus forts ne sont pas ceux qu'on définit par des mots conventionnels. » « Exactement. » Il lui prit la main et la serra affectueusement. « Merci d'être honnête, et merci d'être vous. Merci d'être vous aussi. » Le jour de l'inauguration arriva enfin. Le lobby du Grand Palais Royal était rempli d'invités. Journalistes, architectes, décorateurs, représentants de la mairie de Paris, et bien sûr, le personnel de l'hôtel. Léa était là, vêtue d'une robe élégante, les yeux brillants de fierté. François, le maquilleur, était venu avec son compagnon. Rosa et Fatima, les anciennes collègues de Claire, étaient également présentes, éblouies par la transformation. Claire se tenait sur une petite estrade, le cœur battant. Elle portait une robe simple mais élégante, couleur émeraude, et ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. Émile, à ses côtés, lui fit un signe d'encouragement. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle d'une voix claire, « bienvenue à l'inauguration du nouveau lobby du Grand Palais Royal. Ce projet a été une aventure humaine extraordinaire, et je tiens à remercier chaque personne qui y a contribué. » Elle parla de la philosophie du projet, l'alliance de la beauté et de la responsabilité, le respect des artisans, l'importance de créer des espaces qui nourrissent l'âme. Puis elle fit une pause, le regard balayant la salle. « Ce lieu a une signification particulière pour moi. Il y a 1 an, je travaillais ici comme femme de ménage. J'étais invisible, ignorée, méprisée. Aujourd'hui, je me tiens devant vous en tant que designer. Ce changement ne s'est pas fait par magie. Il s'est fait grâce à des personnes qui ont vu en moi ce que je ne voyais pas moi-même, grâce à des amis qui m'ont soutenu, grâce à une famille qui m'a aimé inconditionnellement, et grâce à mon père qui m'a appris que la vraie noblesse
vient de la façon dont on se tient debout. Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua. Ce lobby n'est pas juste un espace redessiné, c'est un symbole. Un symbole qui dit que peu importe d'où vous venez, peu importe ce que les autres pensent de vous, vous avez le droit de rêver, de créer, de devenir qui vous êtes vraiment. Alors merci. Merci d'être ici pour célébrer non seulement ce projet, mais aussi toutes les personnes invisibles qui méritent d'être vues. Les applaudissements éclatèrent, longs et nourris. Léa pleurait ouvertement. Rosa et Fatima s'étreignaient. Émile souriait avec une fierté paternelle. Et dans un coin de la salle, presque caché, Lucien Arnaud applaudissait lui aussi, le visage grave, acceptant enfin sa défaite avec dignité. Quelques semaines après l'inauguration, Claire retourna au Grand Palais Royal pour une visite de suivi. Le lobby fonctionnait merveilleusement. Les clients s'y attardaient, feuilletant les livres de la bibliothèque, discutant dans les coins lecture, admirant les plantes suspendues. C'était vivant, chaleureux, exactement comme elle l'avait imaginé. Alors qu'elle traversait le hall, elle remarqua une jeune femme en uniforme gris qui nettoyait discrètement les vitres. Elle avait le même regard baissé, la même posture effacée que Claire autrefois. Claire s'approcha doucement. « Bonjour ». La jeune femme sursauta, surprise qu'on lui adresse la parole. « Bonjour, madame. Je suis désolé, je vais partir. »« Non, non, ne partez pas. Je voulais juste vous dire que vous faites un excellent travail. » La jeune femme rougit, confuse. « Merci, madame. Comment vous appelez-vous »« Amina. »« Amina. C'est un joli nom. Vous travaillez ici depuis longtemps ?»« 6 mois. Et vous aimez ce travail ?» Amina hésita, ne sachant pas comment répondre à cette question étrange. « C'est un travail. J'ai besoin de l'argent pour mes études. » « Qu'étudiez-vous ?»« L'architecture. Enfin, j'aimerais. Pour l'instant, je suis juste en première année. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle revoyait son propre passé, ses propres rêves abandonnés. C'est un beau métier. Ne laissez personne vous dire le contraire. Elle sortit une carte de visite de son sac et la tendit à Amina. « Si un jour vous avez besoin de conseils, ou si vous voulez visiter notre agence, appelez-moi. Je m'appelle Claire Moreau. » Amina prit la carte avec des mains tremblantes, les yeux écarquillés. « Vous êtes la designer qui a fait ce lobby ?»« Oui. C'est magnifique. C'est ce que j'aimerais faire un jour. Alors vous le ferez, croyez-moi. » Amina regarda Claire avec une expression mêlée d'incrédulité et d'espoir. « Merci, madame. Vraiment. Appelez-moi Claire. Et n'oubliez jamais, votre travail est noble, peu importe ce que les autres pensent. » Claire s'éloigna, le cœur léger. En sortant de l'hôtel, elle croisa son reflet dans les grandes portes vitrées. Elle ne vit plus la femme invisible en uniforme gris. Elle vit une femme debout, fière, vivante. 6 mois plus tard, Claire déménagea avec sa famille dans un appartement spacieux de Montmartre, près de la place du Tertre. 3 chambres, une cuisine lumineuse, un petit balcon, avec vue sur les toits de Paris. Hélène avait sa propre chambre, avec une salle de bain adaptée. Mathilde disposait d'un espace pour étudier tranquillement, et Claire, pour la première fois de sa vie, avait un atelier. Un matin de printemps, alors que le soleil inondait l'appartement d'une lumière dorée, Claire se réveilla paisiblement. Elle prépara le café, écouta les nouvelles à la radio, puis s'installa sur le balcon avec son carnet de croquis. Elle dessina sans but précis, les toits, les cheminées, un pigeon perché sur la rambarde. Elle dessina simplement parce que ça la rendait heureuse. Son téléphone vibra. Un message d'Émile. « Nouveau projet passionnant. Vous êtes disponible pour un café ?» Elle sourit et répondit « Toujours ». Un autre message de Léa cette fois. « Devine quoi, j'ai été promu superviseur, premier verre à ta charge. » Claire rit et répondit avec une série d'émojis joyeux. Un 3e message d'Amina, la jeune femme de ménage. « Merci pour les conseils. J'ai postulé pour un stage dans une agence d'architecture. Je croise les doigts. » Claire écrivit « Il serait fou de ne pas te prendre. Tiens-moi au courant. » Elle reposa son téléphone et contempla la ville qui s'éveillait sous ses yeux. Paris avec ses contradictions, ses beautés et ses cruautés. Paris, où elle avait été brisée et reconstruite. Paris, où elle avait appris que la vraie richesse n'était pas dans l'argent ou le statut, mais dans la dignité, l'amour et le courage de se relever. Mathilde sortit sur le balcon, une tasse de thé à la main. « Tu penses à quoi ?»« À papa. Je me demande s'il serait fier. »« Tu plaisantes ?»« Il serait fou de fierté.
Il te regarderait et il dirait « Ma Claire, tu as toujours été une reine, maintenant le monde entier le sait. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. « Je l'aime tellement. Il le sait. Et il t'aime aussi. Toujours. » Elles restèrent là, côte à côte, en silence, regardant la ville s'animer. Quelque part dans Paris, une autre Claire nettoyait peut-être un hôtel de luxe, invisible et résignée. Mais peut-être qu'un jour elle aussi trouverait le courage de lever la tête, et peut-être que quelqu'un, quelque part, la verrait vraiment. 3 ans plus tard, Claire Moreau était devenue une figure respectée dans le monde du design d'intérieur éthique. Son agence, qu'elle avait fondée avec Émile, comptait 15 employés et travaillait sur des projets partout en France. Elle avait publié un livre intitulé « Dessiner l'invisible », un mémoire sur l'architecture sociale et l'importance de créer des espaces qui respectent les êtres humains, pas seulement l'esthétique. Un soir d'automne, elle fut invitée à donner une conférence à l'école Boulle, l'école qu'elle avait dû quitter des années auparavant. Devant une salle comble d'étudiants, elle raconta son parcours, les sacrifices, les humiliations, les doutes et finalement, la renaissance. « On m'a dit un jour que j'étais trop ordinaire pour être quelqu'un, conclut-elle. Et vous savez quoi? Cette personne avait raison. Je suis ordinaire. Je viens d'un milieu modeste. J'ai nettoyé des toilettes pour payer mes factures. J'ai pleuré plus de fois que je ne peux compter. Mais j'ai appris que l'extraordinaire ne vient pas de l'absence de difficultés. Il vient de la façon dont on se relève après être tombé. Alors, ne laissez jamais personne définir qui vous êtes. Vous êtes déjà quelqu'un. Vous l'avez toujours été. » Les étudiants se levèrent et l'applaudirent longuement. Après la conférence, une jeune fille s'approcha d'elle, timide. « Madame Moreau, je m'appelle Amina. Vous vous souvenez de moi ?» Claire sourit, reconnaissant la jeune femme qu'elle avait rencontrée au Grand Palais Royal des années plus tôt. « Bien sûr. Comment vas-tu ? Je suis en dernière année ici. Grâce à vous. Vous m'avez donné le courage de continuer. » Claire la serra dans ses bras. « Non, tu avais déjà le courage. Je t'ai juste aidé à le voir. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, Claire s'arrêta devant le Grand Palais Royal. Elle resta là quelques minutes, observant le lobby illuminé à travers les grandes baies vitrées. Des clients lisaient dans la bibliothèque, des enfants riaient près des plantes, un couple âgé discutait paisiblement sur l'un des canapés. Elle pensa à la Claire d'avant, celle qui se cachait, qui baissait les yeux, qui croyait ne rien valoir. Et elle lui murmura silencieusement « Tu étais belle déjà, tu ne le savais simplement pas encore. » Puis elle tourna les talons et rentra chez elle, vers sa famille, vers son atelier, vers sa vie. Une vie imparfaite, mais authentique. Une vie où elle n'était plus invisible. Une vie où elle était enfin elle-même.